Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le ministre français de l'économie et des finances en visite à Saint-Louis, Bruno Le Maire, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des engagements de la France à accompagner le Sénégal dans la construction d'une digue contre l'érosion côtière. Dans la série consacrée aux préparatifs de la fête nationale, focus ce soir sur la brigade spéciale environnement de la gendarmerie nationale et puis dans la lutte contre la drogue, la douane et l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants opère en permanence. Immersion dans ces unités spéciales. Dans ce journal, nous ferons également le point sur les répétitions pour le défilé dans les écoles. 34 sont concernés dans la région de Dakar. C'était un artiste exceptionnel, son talent est à la mesure de son parcours sur scène. Contrairement au centre culturel qui porte son nom, Douta Seck est très peu connu de la nouvelle génération alors qu'il a marqué de son empreinte les années 60 et 70. Il a incarné un rôle fétiche dans la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. Aujourd'hui, Abdoulaye Seck, appelé Douta Seck, aurait eu 100 ans s'il était toujours en vie. Son œuvre est revisitée dans le grand format culture de ce samedi. Je le disais en titre, le ministre français de l'économie et des finances est en visite à Saint-Louis. Bruno Le Maire est allé s'enquérir de l'état d'exécution des engagements de la France à accompagner le Sénégal dans la réalisation d'une digue contre l'érosion côtière. Le ministre français et son homologue sénégalais sont également allés à l'Institut français de Saint-Louis. La correspondance de Diana Baya. En visite au Sénégal pour 24 heures, le ministre français de l'économie et des finances a inclus l'étape de Saint-Louis dans son agenda. Bruno Le Maire, en compagnie de son homologue sénégalais, s'est rendu dans la langue de Barbarie à l'école Cheikh Touré dévastée par l'avancée de la mer. Cette visite, précédée par celle du président Emmanuel Macron en 2018, s'inscrit dans l'engagement de la France à accompagner le Sénégal dans la lutte pour la sauvegarde de cette bande de terre. Aujourd'hui, le ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, nous a fait l'honneur de venir à Saint-Louis pour regarder l'évolution des travaux suite à la visite du président Macron. Le constat est que l'entreprise qui a en charge les travaux du mur de protection est déjà choisie et les travaux vont commencer d'ici quelques semaines, moins de quelques semaines de toute façon, en tout cas dans moins un mois à peu près. Et cela nous réconforte par rapport donc à l'avancée de la mer qui agresse la façade atlantique de la commune de Saint-Louis. Et sauront, en tout cas d'ici très peu de temps, que les populations de la langue de Barbarie seront mieux protégées par ce mur-là, qui sera réalisé en complément de celui qui est déjà fait par l'État du Sénégal. Au-delà de ce défi environnemental qui interpelle tous, Saint-Louis est un trait d'union entre les deux pays. L'architecture, comme la disposition des rues, rappelle le passé colonial. L'Institut français ou la Villa Saint-Louis d'art dédiée aux artistes est en chantier à accueillir les hôtes du jour. Avant de repartir à l'aéroport, la délégation a arpenté à pied la rue Jean Mermoz pour apprécier le charme de la ville tricentenaire. Coopération, toujours la santé est l'un des axes majeurs de la coopération luxembourgeoise au Sénégal. Et, elle a injecté plus de 12 milliards dans le secteur, notamment en Casamance. En visite dans la zone, l'ambassadeur de Luxembourg a annoncé la construction d'un centre pour la prise en charge intégrée des violences, des victimes de violences, donc Kaltumgué à Ziguinchor. C'est ici que sera érigé le nouveau centre intégré pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le projet a été présenté à l'ambassadeur de Luxembourg au Sénégal. Le début des travaux est prévu au mois d'avril pour une durée d'1 année. Ce centre aura pour vocation de prendre en charge les victimes, de faire la sensibilisation, mais également la prévention. Ce que nous voulons faire, c'est mettre en place une structure de vocation régionale cette fois-ci. Donc il y aura une structure d'accueil, une structure de formation, une structure de prévention et de prise en charge, tout dans une structure. Les Anglais appellent ça one-stop shop. C'est-à-dire que lorsque tu arrives dans la structure, tu peux avoir un paquet complet de services. Ce projet de coût global de 300 millions de francs CFA a été entièrement financé par la coopération luxembourgeoise. La structure, à travers Enda Santé, a injecté plus de 12 milliards de francs CFA dans la zone. Un financement qui va entièrement
dans le secteur de la santé. Actuellement, donc, dans les 3 programmes que nous avons pour l'instant, on a une somme active de un peu plus de 7 milliards de francs CFA qui sont nos programmes actifs, mais on avait déjà injecté auparavant 5 milliards dans les programmes qui sont maintenant terminés. C'est pas seulement dans le dépistage et le traitement, mais aussi parce qu'il y a des programmes de recherche derrière. Donc c'est une autre particularité des programmes que nous faisons ici en Casamance. Et une troisième particularité dans nos programmes ici en Casamance, c'est le travail transfrontalier. Parce qu'évidemment, quand on parle de maladies infectieuses, les maladies ne s'arrêtent pas aux frontières. Cette visite a permis à Madame l'ambassadeur de voir le travail accompli dans les différentes structures que la coopération accompagne, l'hôpital de la Paix, l'hôpital régional de Ziguinchor et le centre de santé Silence. Elle a pu constater les évolutions notées dans la prise en charge des patients, surtout des femmes victimes de violences. En direction de l'appel de Seydina Limamou Moulaye, la Sénélec renforce son réseau sur les sites concernés. Les équipes de maintenance œuvrent en permanence à Yoff et à Cambérène. Les responsables de Sénélec étaient en visite sur place. Hamidou Diop. À quelques jours de l'appel de Seydina Limamou Moulaye al-Mahdi, la Sénélec renforce le réseau électrique à Yoff. Les travaux de maintenance sont terminés et pour une bonne célébration de l'appel, la Sénélec a pris d'importantes mesures. Ces mesures concernent d'abord la permanence qui va être installée 24 heures sur 24, avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. En plus de cela, nous avons dépêché, comme nous l'avons dit, au niveau des zones sensibles. Nous avons mis en place un système des groupes de secours qui vont fonctionner à un niveau, je dirais, du 3e degré. À Yoff et Cambérène, lieu de ralliement des fidèles qui viendront de partout, la Sénélec continue de sensibiliser pour le respect dans les installations électriques pour éviter toute perturbation. Aujourd'hui, au niveau de Yoff, au niveau de Cambérène, au niveau des zones en tout cas qui sont ciblées, il y a eu un travail, une pré-campagne technique, je vais l'appeler comme ça, qui a pris toutes les mesures nécessaires pour que ça se passe dans de bonnes conditions de sécurité. Les autorités laïennes ont prié pour la Sénélec, qui a apporté aussi sa contribution financière pour la réussite du 139e appel de Seydina Limamou Moulaye, prévu le 5 et le 6 avril à Yoff et à Cambérène. Et nous ouvrons le chapitre en direction du 4 avril. Nous faisons connaissance avec une section de la gendarmerie, pas comme les autres. Celle-là est spécialement chargée de la protection de l'environnement. Cette section est articulée en 2 brigades terrestres et maritimes. En plus de lutter contre toute forme d'agression de l'environnement, vous allez voir que ces éléments de la brigade maritime font aussi dans le secourisme. Aramdao nous fait découvrir cette section spéciale. Au secours de ces pêcheurs accidentés en pleine mer, des gendarmes d'une section spéciale. Toute une équipe de plongeurs, de pilotes, rompus aux tâches du secourisme. Donc on est venu pour intervenir. Et on a pu en quelque sorte repêcher les 2 blessés dont l'un était en quelque sorte conscient. Donc on a pu le stabiliser en lui donnant une couverture parce qu'on ne savait pas combien de temps il a passé dans l'eau. Donc l'autre, on a pu s'occuper de lui, comme vous l'avez bien, comme vous le voyez. On a pu le stabiliser et nous fonçons maintenant vers la marine là pour donner le blessé aux sapeurs-pompiers. La brigade maritime de la section environnement de la gendarmerie étale à travers cette simulation une des facettes de sa mission en mer. L'acquisition de ce bateau, en quelque sorte, a permis en quelque sorte au personnel de bénéficier d'un stage de secourisme. Donc ils peuvent faire en quelque sorte les premiers soins, ainsi de suite. Tout gendarme normalement est secouriste. Tout militaire, dans la formation du secourisme est impliqué. En mer, comme sur terre, ces gendarmes déroulent au quotidien des opérations spéciales. Nous sommes en 2003 lorsque les autorités sentent la nécessité de créer cette section si particulière. Elle a pour mission de lutter contre toute forme d'agression de l'environnement.
En mer, nous intervenons sur tout ce qui a trait à la pêche INN, par exemple, la pêche illicite non déclarée, non réglementée, l'utilisation de filets non réglementés, pêche à l'explosif. Outre la pêche, nous avons tout ce qui a trait à la pollution. Lutte contre la pollution, les dépôts sauvages d'ordures, l'exploitation anarchique des carrières, des établissements classés, le combat de l'autre brigade en charge des opérations terrestres. L'une comme l'autre sont sous les ordres d'un capitaine fier du travail abattu. Je vais donner l'exemple du Technopole qui faisait la boulimie foncière de certains promoteurs. Quand même, je pense que des mesures assez hardies ont été prises par les autorités au plus haut niveau et que quand même nous nous sentons un peu fiers de ce qu'on a eu à mener pour toutes ces actions de patrouille, de contrôle, quand même de prévention au niveau de cette zone écologiquement importante de la capitale dakaroise, car c'est le seul réceptacle actuellement d'eau pluviale à Dakar. Après 16 ans d'existence, la section environnement ne cherche plus qu'à rayonner sur toute l'étendue du territoire. L'essentiel de ces activités est pour l'heure concentré à Dakar. Les gendarmes de l'environnement ont ainsi l'ambition d'investir les régions. Nous nous intéressons à présent à notre corps, la douane, pour lutter efficacement contre la fraude. La douane sénégalaise dispose des équipements en mesure d'engager des patrouilles en mer. Ces genres d'opérations mixtes se font avec la marine nationale. Zoom sur leurs activités avec Abibou Mbaye qui a suivi une équipe au large de Mbour. Une petite salle qui voit grand. Le monde maritime, par des caméras braquées jusqu'au large de Gorée, ou par radar pour dessiner l'itinéraire des navires du monde. C'est le CCO, Centre de coordination des opérations. C'est ici que les renseignements sont donnés, signalant la présence d'une pirogue suspecte au large des côtes sénégalaises, entre Mbour et Joal. L'ordre est donné de larguer les amarres du Sangomar, une patrouille de la douane sénégalaise, pour aller intervenir. Bon, suite à un renseignement sur un courant de fraude, nous avons saisi la marine nationale, c'est-à-dire le centre des opérations de la marine, pour le partage de cette information. Cette information a été très bien traitée. Et ensuite, l'information a été rendue à l'équipe opérationnelle qui a tout de suite appareillé pour essayer d'intercepter les contrebandiers. Après une petite coordination entre les autorités douanières et maritimes, le Sangomar chauffe son moteur avec un équipage complet composé de marins, de fusiliers commando marins et des douaniers pour aller intercepter cet élément suspect. Entre-temps, les équipes de Mbour et de Joal étaient déjà sur le qui-vive. Pendant tout le trajet, le commandant était aux avant-postes. Poste de combat de vérification, l'équipage est rappelé au poste de combat de vérification. On se dirige vers Mbour, on s'attend à un trafic très dense en pirogue parce que c'est une zone de pêche. Donc il faudra qu'on soit très vigilant pour pouvoir intercepter la dite pirogue. Après avoir parcouru des milliers de marins, la cible s'est déplacée vers Pointe-Sarène. Et c'est là-bas que la jonction des équipes a engagé la course-poursuite. La pirogue des fraudeurs est sommée de couper son moteur et de se rendre à la douane sénégalaise. Il ne veut pas s'arrêter, donc là c'est la poursuite, début de poursuite. Une poursuite au large assurée par les équipes de Mbour et Joal qui a fini par payer. L'opération de ce matin consistait à traquer une pirogue qui contient des marchandises frauduleuses. Non seulement du sucre, mais également de la drogue, en l'occurrence du chanvre indien. Nous y avons d'ailleurs trouvé des colis, 5 colis, mais les quantités exactes, nous ne les connaissons pas encore. Il va falloir que nous allions au niveau de la brigade pour procéder au décompte et connaître les quantités exactes. C'est notre supérieur hiérarchique qui nous a instruits ce matin, qui nous a alertés et nous a demandé, nous, agents des douanes de Mbour et agents des douanes de Joal, de rejoindre immédiatement des agents de la marine nationale pour pouvoir intercepter la pirogue en question.
à notre arrivée, nous avons trouvé que les agents de la marine l'ont déjà intercepté et ils nous ont transmis les saisies. La douane va continuer d'intercepter les fraudeurs en parfaite intelligence avec la marine nationale dont elle a confié toute sa flotte. Quand l'administration des douanes a fait face à la recrudescence de la fraude par voie fluvio-maritime, elle a commencé à se doter de moyens navals. Mais comme l'administration des douanes n'a pas encore de personnel qualifié dans le domaine maritime, il a été signé un addendum relatif à l'exploitation des vedettes acquises par l'administration des douanes et à la formation également de ces personnels dans ce domaine. La jonction douane sénégalaise marine nationale continue de mouiller ses navires sur toute l'étendue de la zone maritime sénégalaise pour arrêter tous ces trafiquants qui veulent passer entre les mailles des filets leurs produits prohibés. Une tâche certes difficile, mais ce n'est point la mer à boire. Nous restons avec les activités des douaniers. Plus de 300 kg de chanvre indien et de faux médicaments d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA saisis par la douane de Foundiougne. L'opération a été menée le week-end dernier. Retour sur les faits avec Ibrahim Ndonga. Grande est la saisie, en valeur comme en volume. Elle est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. L'opération où nous avons saisi les 52 cartons de pur gré 100 et également de 23 pots de oxytétracycline de 1000 capsules s'est déroulé au niveau de l'axe Niakhar-Bambey. L'exploitation de certains renseignements a permis d'avoir ce résultat fructueux de faux médicaments provenant de certains pays limitrophes. Sont embarqués sur des pirogues, puis débarqués en tout cas au niveau des bolons, des berges qui se situent dans certaines îles du Saloum. C'est à partir de ces îles-là qu'ils sont transportés à l'aide de petites camionnettes qui peuvent transporter une cinquantaine, voire une centaine de cartons à destination de certaines cités du Sénégal. Selon les autorités, ces saisies sont de plus en plus fréquentes dans la zone centre. Les enseignements qu'on peut tirer par rapport à cette saisie de médicaments, qu'on peut combiner aux saisies que nous avons effectuées depuis quelques mois, mais surtout de façon plus accrue depuis ce mois de mars, c'est qu'il transite dans cette région une quantité appréciable de drogue, mais aussi de faux médicaments. Des médicaments nuisibles pour la santé des populations. C'est vraiment regrettable, hein, parce que c'est des produits dont la prescription est exclusivement sous ordonnance. Exclusivement. Et d'ailleurs, même un pharmacien averti ne le délivre pas sans même prendre la tâche du médecin prescripteur pour vérifier vraiment la véracité de cette prescription. Parce que c'est des produits qui ont des conséquences très néfastes au niveau de la santé des individus. Un danger qui se reflète avec la couleur de ces comprimés. Fatigue, une région qui bénéficie d'une façade maritime importante, une brèche donc pour les trafiquants. Mais c'est sans compter avec la détermination de la douane. Dans la lutte contre la drogue, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a aussi un grand rôle à jouer. À titre d'exemple, son bilan 2018 s'élève à 12 tonnes de saisies et plus de 3000 mises en cause. Focus sur cette unité spéciale anti-drogue avec Louis-Philippe Sagna. Le combat contre la drogue est un combat de longue haleine. Voilà pourquoi au Sénégal, il y a une jonction des efforts des forces de sécurité avec la mise en place d'un organe central. Au niveau central, vous avez le directeur et son cabinet. À côté, vous avez deux sections. La section opérationnelle qui est chargée de mener les enquêtes, les recherches et les interpellations. À côté de cette section opérationnelle qui a une compétence nationale, il y a la section documentation qui s'occupe de centraliser, n'est-ce pas, les données statistiques au niveau national comme international. Depuis quelque temps, l'OCRTIS monte en puissance. Il est question d'occuper le terrain sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, nous avons 13 brigades régionales qui sont vraiment à plein rythme
dans les 13 autres régions autres que Dakar. Donc, à côté des brigades régionales, vous avez des unités de lutte qui sont, n'est-ce pas, dans des positions avancées aux frontières, n'est-ce pas, pour barrer la route à ces trafiquants de drogue qui n'ont qu'un seul objectif, n'est-ce pas, remonter la drogue dans les zones de consommation que sont Dakar et Thiès et Kaolack. En 2018, les saisies nationales de drogue sont importantes. Rien que pour le chanvre indien, il y a eu plus de 12 tonnes. Pour l'hachis, qui est un dérivé du cannabis, nous avons une saisie de 793 grammes. Pour la cocaïne, nous en sommes à 401 grammes de saisie. Tout ce qui relève du trafic illicite de stupéfiants est criminalisé, dit-on. Pour corser la lutte, toute une réflexion est en œuvre. Il faut saluer, n'est-ce pas, la coopération bilatérale comme multilatérale dont bénéficie l'Office en termes de formation de nos agents, parce que c'est des formations spécialisées, des formations pointues, mais également en termes d'équipement. Voilà. La lutte contre la drogue exige des équipements de haute facture, d'une technologie assez avancée. Le message est clair, les citoyens ont un rôle à jouer, surtout dans la sensibilisation sur les méfaits de la drogue. Nous nous intéressons à présent aux préparatifs de la fête de l'indépendance dans les écoles. 34 vont participer au défilé sur le boulevard Général de Gaulle. Nos équipes se sont rendues à Guédiawaye et à Rufisque pour voir comment les élèves préparent l'événement sur place. L'heure est au dernier réglage avant la répétition générale. Salut Sec. Tout est millimétré pour faire honneur au département de Guédiawaye. Cette dernière séance avant la grande répétition générale permet aux encadreurs de procéder au dernier réglage. Les derniers réglages, c'est-à-dire l'alignement, le rang, etc., le balancement des bras, etc. Des pas précis et coordonnés, ces élèves répètent avec enthousiasme devant leur mère. À quelques jours du grand rendez-vous, tout est fin prêt. Nous sommes prêts à représenter Guédiawaye. D'abord, nous nous entraînons les mercredis et les samedis, après-midi au camp Thiaroye avec les militaires et les autres jours avec Moussa Ndiaye à l'école. Les gosses ont bien compris et puis véritablement ils ont bien maîtrisé, n'est-ce pas, ce que les militaires, n'est-ce pas, leur ont donné, et puis je pense que ça se passera bien. Choisis parmi les meilleurs, ces 51 élèves de l'école Khalima Diakhaté Kalassé de la commune de Wakhinane Nimzatt représentent la ville de Guédiawaye. On a pris les résultats du premier semestre et dans chaque classe du CM2, on a pris les 10 premiers. Maintenant, pour le CM1, on a pris les 7 premiers. Donc les 7 du CM1, ça fait 21. Les 10 du CM2, ça fait 30. Donc 30 et 21, ça fait 51. Ici, toutes les dispositions ont été prises pour une bonne participation des défilants. À nous seuls, on ne pouvait pas réaliser ça. Ce n'était pas du tout facile. L'habillement, la préparation d'abord, et ensuite l'habillement. La prise en charge dans la restauration, la veille, ce n'était pas du tout facile. Je vais remercier surtout aussi le maire Racine Talla et de même que le maire Aliou Sall. Autre localité, Rufisque. Ici, la fête de l'indépendance se prépare activement. Dans la rue qui mène à l'école Matar Sek, les enfants marquent le pas. Parmi eux, des représentants de la ville au défilé sur le boulevard du Général de Gaulle. Nous avons fait le choix au niveau des collèges du département. Dans tous les collèges du département, nous avons envoyé une correspondance vers ces collèges et ils nous ont proposé les 2 meilleurs de chaque CM, de chaque collège. C'est ceux-là qui participent à ce défilé. Des mois durant, ces élèves sont soumis à des répétitions intensives, un travail qui a porté ses fruits. Nous avons été très bien notés. Les enfants sont en regroupement parfois pour aller être également aux répétitions générales qui se tiennent à Wakam. Donc vraiment les enfants sont très bien préparés et ils sont motivés. À Rufisque comme à Guédiawaye, les élèves sont prêts pour participer à la répétition générale prévue ce dimanche. Voilà pour le chapitre consacré aux préparatifs du 4 avril. La série se poursuit dans nos éditions de demain. Plus de 200 jeunes formés en passation des marchés publics. Ils ont reçu leur titre de qualification selon l'ONFP qui a initié cette formation. Elle répond à un enjeu de création d'emplois dans ce secteur donc très peu connu à Wandiaïa.
L'Office national de formation professionnelle, par cette action, a fourni un grand nombre de professionnels en passation des marchés publics. 269 récipiendaires ont reçu leur diplôme après une formation bien réglementée. Cette cérémonie de remise répond à un double enjeu, sociétal d'une part, parce que remettant un parchemin bien mérité, obtenu selon les normes, et économique d'autre part, parce qu'offrant aux entreprises la possibilité de trouver des compétences aptes à soutenir leurs exigences de performance et de compétitivité. L'État du Sénégal compte promouvoir l'employabilité des jeunes. L'ONFP veut contribuer au renforcement du dispositif dans le secteur de la passation des marchés publics. Ça consacre pour les récipiendaires une obtention d'un titre qui les reconnaît comme attachés en passation de marché public. Ce titre-là suppose des compétences démontrées. Ce titre-là suppose une aptitude. Les récipiendaires ont été bien formés pour maîtriser les mécanismes de passation des marchés publics. On lance une demande au ministre de la formation professionnelle pour l'insertion des étagères en passation des marchés qui ont pu octroyer une connaissance en procédure des marchés publics. Cette cérémonie de remise de titres de qualification au profit des bénéficiaires de cette formation a permis aussi de montrer les objectifs de l'Office national de formation professionnelle. Et pour le développement des entreprises, la gestion optimale des ressources humaines et capitales pour aider les entreprises sénégalaises à bien prendre en compte ce facteur, l'Association des anciens de l'ENA de France a organisé un panel. Plusieurs experts ont échangé autour de la question. Abbasso nous livre ici les temps forts. Quel est le terme approprié entre capital humain et ressources humaines dans le plan Sénégal émergent? Le concept, en tout cas, pour parler de l'humain dans le plan Sénégal émergent, fait moins référence à la question de ressources humaines, comme concept beaucoup plus global de capital humain. La précision faite, Ibrahim Awad revient sur l'alignement formation et besoins en compétences et comment inverser la tendance pour plus d'emplois. Miser sur la formation. La formation d'abord au niveau universitaire par la réforme du système d'enseignement supérieur, l'adaptation des curricula qui permettait de former les compétences de très haut niveau. Ainsi, il faut engager des réformes dans les secteurs de la formation pour répondre à l'ensemble des besoins des entreprises publiques et privées. Avec l'évolution de la fonction RH, une question se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser le modèle de la fonction RH? L'enjeu est de faire en sorte que l'administration considérée par le PSE comme moteur de l'émergence puisse offrir aux populations des services de qualité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'administration soit à la hauteur? Est-ce qu'on peut émerger avec une administration qui date de Napoléon? Donc c'est pourquoi on a initié ce cycle de conférences. Parce que comme vous le savez, on dit que l'homme est au début et à la fin du développement. À l'heure actuelle, on parle de réseaux humains qui donnent plus de crédibilité à la fonction de directeur des ressources humaines, ce qui leur confère 8 équations à résoudre en entreprise, en lieu et place de 5 qu'ils occupent actuellement dans nos entreprises. Une manière de prouver toute l'importance de cette fonction pour atteindre des performances. Le grand format de ce soir s'intéresse à Doutasek, artiste exceptionnel. Son talent est à la mesure de son parcours sur scène. Contrairement au centre culturel qui porte son nom, Doutasek est très peu connu de la nouvelle génération. Il a incarné un rôle fétiche dans la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire. De Aïdadja nous parle des œuvres. Si vous voulez une réponse officielle, une réponse noble, comme les aiment nos Solons et nos Lycurgues de Port-au-Prince, une grande voix du théâtre qui s'est tue à jamais il y a 28 ans. Doutasek, qui était-il vraiment? À la Maison de la Culture qui porte son nom, depuis avril 1997, certains passent sans jamais se poser la question. Parfois, on parle de centre Doutasek et je savais que c'est quelqu'un qui a marqué ses empreintes au Sénégal, mais je ne sais pas trop sur lui. Je le connais, mais pas tellement. Ouais. Qu'est-ce que vous savez de lui? Je sais que c'est quelqu'un qui pratiquait de l'art.
La maison ici porte son nom, quoi. On appelle Maison de la Culture Douta Seck. Ils connaissent la maison Douta Seck, mais ils ne connaissent pas Douta Seck. Et ce qui est dommage aussi, dans cette maison de Douta Seck, nulle part on ne trouve la photo de Douta Seck. Pourtant, dans les années 60 à 70, Douta Seck faisait partie des Sénégalais les plus célèbres au monde. Comédien hors pair, l'apogée de sa carrière intervient avec un rôle mémorable dans le chef-d'œuvre théâtral d'Aimé Césaire, la tragédie du roi Christophe. Je veux dire, sur le dos des nègres, à faire le blanc. Douta a marqué ce personnage. Césaire disait Douta Seck est plus christophien que Christophe. Cela veut dire qu'il reconnaissait que Douta a complété le personnage qu'il a créé. Le roi Christophe, c'est moi, disait Douta Seck, à qui voulait l'entendre. Un rôle qui lui colle à la peau. On en oublie qu'Abdoulaye Douta Seck a joué dans beaucoup d'autres pièces théâtrales. La carrière professionnelle de Douta Seck commence en fait en 1952, où il a incarné un rôle dans une pièce, Spartacus, qui était justement mise en scène par Jean-Marie Serrault. L'année suivante, Jean-Marie Serrault l'a encore mis en scène dans une pièce de Brecht. L'exception est la règle. Et puis, je crois qu'il y a aussi une seconde pièce de Brecht, Homme pour homme. Vous voyez, et ça, c'est entre les années 50 et les années 55. Donc, bien avant Christophe, c'est en 63. L'on peut dire que Douta Seck a été le premier Africain à être confronté au théâtre de Bertolt Brecht. Et des apparitions remarquables au cinéma. Quand je vous dis Écric et Crac, vous pensez automatiquement à Rue Cazenègre, où il jouait le rôle de Mendoza, le vieil esclave qui était là. Et puis ça, c'est un superbe rôle qu'il a eu. Il a beaucoup marqué Oziane Palsy, qui dit que c'est son père spirituel. Il y a aussi, ne l'oublions pas, Khala, où il jouait le rôle quand même de cet aveugle qui est d'un réalisme quand même surprenant. Né en août 1919, Douta Seck aurait eu 100 ans en 2019. Beaucoup d'émotions en ce jour d'hommage à ce pionnier du théâtre sénégalais. À côté, un de ses filleuls, Pape Faye, est célébré à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre. Pour beaucoup d'observateurs, le comédien ressemble beaucoup à Douta Seck. Il lui aurait transmis un secret. Il me dit, est-ce que tu sais une chose? Je dis, quoi? Il me dit, vous avez une voix qui ressemble à la mienne. D'ailleurs, je vais t'en révéler des secrets, voilà, sur la diction et sur la voix. Une voix basse, un rire magnifique, un respect scrupuleux pour son métier, toutes les qualités pour s'imposer au théâtre. Pourtant, Abdoulaye Douta Seck n'était pas destiné à cette carrière. Douta a fait toutes les formations, sauf la formation théâtrale. Après le Sénégal, où il était instituteur, il était allé en France pour fréquenter l'école des Beaux-Arts. Douta Seck a aussi suivi des études musicales. Il s'est donc essayé à l'art lyrique. Dans les années 72, il revient au Sénégal après une carrière internationale riche et variée. Il devient sociétaire de Sorano, dirige l'école des arts et poursuit ses œuvres théâtrales et cinématographiques jusqu'à sa mort en 1991 à l'âge de 72 ans. Voilà pour le grand format culture qui rendait hommage à Abdoulaye Douta Seck. La grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar s'engage pour un Sénégal propre et vert. Pour cette 66e édition, le comité d'organisation veut promouvoir l'engagement citoyen. Il s'agit de primer l'école la plus propre. La grande kermesse de la cathédrale aura lieu du 3 au 5 mai. La grande kermesse de la cathédrale est inscrite depuis plusieurs décennies dans l'agenda culturel dakarois. Elle réunit chaque année plus de 2000 participants de toutes classes d'âge et de toutes catégories sociales. Nous engageons ensemble avec tous nos frères sénégalais en faveur de la préservation de notre bien commun. Cette préservation nécessite aujourd'hui, au regard de la situation, de l'état de nos quartiers et de nos villes, de lutter avec ardeur contre l'insalubrité. C'est pour cette raison que le comité d'organisation de la Grande Kermesse
a choisi comme thème de la 66e édition « Ville propre, santé pour tous ». Lutter contre l'insalubrité, c'est aussi l'embellissement vert de la capitale. Le comité d'organisation innove avec 3 nouvelles activités. Il s'agit de cibler les établissements scolaires à travers 3 activités phares nouvelles que sont un concours pour primer l'école la plus propre et la plus verte de Dakar, un tour des écoles, plateforme d'échange entre les élèves et les acteurs de l'environnement. Troisièmement, une randonnée pédestre. La kermesse de l'archidiocèse de Dakar est aussi un moment d'échange et d'engagement citoyen. Promouvoir une conscience citoyenne me paraît être aujourd'hui un enjeu formidable. Un peuple, un but, une foi, qui fait partie de notre identité nationale. Au-delà de toutes nos diversités, de nos ethnies, de nos croyances, arriver à être un seul peuple uni parce qu'appartenant à une même nation, je pense que c'est un idéal qu'on doit inculquer dès le bas âge. Dans cette lutte contre l'insalubrité, la grande kermesse de la cathédrale veut promouvoir la culture d'un Sénégal propre, un cadre de vie favorable au bien-être des populations. Sport football, le leader du championnat Ligue 1 Pro et NGB Niaritali se sont quittés sur un score de parité, un but partout, tenu en échec par Niaritali. Génération Foot conserve néanmoins sa place de leader. Une rencontre qui entre dans le cadre de la 19e journée jouée cet après-midi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. François Seck revient ici sur les temps forts. Élu homme du match, Abdoulaye Chafissou a été pour beaucoup dans ce match. NGB et Génération Foot se sont quittés sur un score de parité. Pourtant, ce sont les Grenats, très entreprenants, qui ouvrent le score. Cafouillage dans la surface de réparation et le réalisme de Pape Nsabadji. Génération Foot exulte. 1-0. Le score ne changera pas jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires sur saut d'orgueil du côté de Niaritali, les Galactiques se font menaçants. Une rude bataille s'installe au milieu du terrain. Les deux formations, toujours présentes dans le jeu intérieur, cherchent la faille. Falilou Fall tente de tromper la vigilance du gardien Pape Seydou Ndiaye, très concentré. Niaritali persévère et voit ses efforts récompensés. Le coup franc bien exécuté par Youssou Diop trouve la tête de Abdoulaye Chafissou qui égalise. 1 but partout, nous sommes à la 61e minute. Cueillis à froid, les Grenats tentent de revenir au score et les assauts répétés ne donnent rien. Ce partage des points reste profitable à la formation de Denis Biramdao qui conserve son fauteuil de leader avec 34 points. Pour finir, l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit au Maroc, en France et à Gaza. Mais nous commençons par le Mali, où des assaillants qui ont participé au massacre dans un village peul ont été arrêtés. Le récit de Pabouna Tchao. Les 5 hommes arrêtés ont été reconnus par des rescapés comme de possibles participants à la tuerie qui a fait 160 morts dans un village peul du centre du Mali. Cette arrestation aurait été facilitée par l'interpellation d'un blessé qui est aussi un assaillant. Un communiqué officiel du gouvernement malien fait état d'un deuil national de 3 jours qui a démarré vendredi. L'attaque d'Ouagassogou a été perpétrée vendredi, le 23 mars. Le pape François a accueilli par 25 000 personnes sur la grande esplanade de Rabat devant le roi Mohamed VI. Le souverain pontife a appelé à la solidarité de tous les croyants pour faire face au fanatisme et au fondamentalisme. Invité par le roi, le chef de l'église catholique est le premier à se rendre au Maroc depuis Jean-Paul II en 1985. Une visite fortement axée sur le dialogue interreligieux dans un pays à 99% de musulmans. Après Rabat, le pape François va également se rendre à Casablanca. Pour marquer le premier anniversaire des grandes marches du retour, les milliers de Palestiniens se sont massés à la frontière israélienne dans la bande de Gaza. La foule a scandé des slogans hostiles à Israël.
L'armée israélienne a réagi en lançant du gaz lacrymogène et surtout en ouvrant le feu, tuant sur le coup un jeune Palestinien de 20 ans. Malgré les appels à une célébration non violente, le spectre d'une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas se précise depuis quelques semaines. En France, acte 20 de la mobilisation des Gilets jaunes, malgré l'interdiction préfectorale, 1800 manifestants ont été dénombrés à Paris et 5600 dans les autres grandes villes du pays. L'accès aux Champs-Élysées a été complètement bloqué par la préfecture de police de Paris. Malgré le dispositif sécuritaire, quelques heures ont été notées dans plusieurs grandes villes du pays, notamment à Bordeaux et à Rennes. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RTS.